Céline Benamou, bonjour. Bonjour Cathy. Alors on est ravis de vous accueillir parce que c'est vrai que c'est un sujet dont on parle peu. On vous a eu à de nombreuses reprises, vous faites des tas d'activités et des tas d'actions pour intégrer les nouveaux immigrants de France et des pays francophones. Mais parfois il arrive que certains, au-delà des problèmes d'intégration, eh bien, ont des problèmes tout simplement à se nourrir. Voilà, à se loger, et sont dans une situation de grande précarité. On n'en parle pas beaucoup. On n'en parle pas beaucoup, surtout à Tel Aviv, parce que on a toujours cette image de Tel Aviv, une ville qui est accessible uniquement aux personnes avec des gros moyens. C'est un peu vrai. Pas que, la preuve, puisqu'il y a des personnes qui n'ont pas de gros moyens, qui font partie de la classe moyenne, comme on en parlait tout à l'heure, qui vivent ici à Tel Aviv, parce que c'est une ville où on n'est pas obligé d'habiter dans les quartiers chics, comme on n'est pas obligé d'habiter dans le 16e à Paris. On peut habiter près de Ramat Gan, Givat-Haïm et autres, Ramat Aviv, etc. Et c'est moins cher. C'est moins cher. On peut aussi vivre en colocation. On peut aussi vivre en colocation. C'est intéressant parce que il y a beaucoup de phénomènes en fait sociologiques qui se mettent en place dont on n'est pas vraiment au courant, mais il y a beaucoup de mamans isolées, de parents isolés qui vivent en fait en colocation. Oui, la colocation n'est pas réservée aux jeunes étudiants. On trouve des personnes qui vivent en colocation à tous les âges et toutes les phases de leur vie. Et c'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'on ne trouve pas en France, mais il y a des parents isolés et notamment des mamans qui ont 1-2 enfants et qui louent avec un autre parent isolé un appartement. Qui partagent un appart en fait pour diminuer le prix du loyer tout simplement. Exactement. Alors, je sais que des gens en situation de précarité, il y en a beaucoup. Vous en avez rencontré quelques-uns. On ne va pas donner de nom, évidemment. C'est pas le but, mais c'est pour juste comprendre de quoi il s'agit réellement. Est-ce que c'est des problèmes pour se nourrir, pour s'habiller, pour vivre tout simplement? Alors, déjà, c'est des personnes qui, a priori, n'avaient pas de raison particulière d'être en situation de précarité. C'est-à-dire que c'est pas forcément des personnes qui sont arrivées déjà avec une situation financière critique. D'accord. Donc c'est pas le fait d'avoir une situation critique qui a fait que ça s'est continué et dégradé de manière logique. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'était pas non plus forcément, pour casser là aussi certains préjugés, des personnes qui bénéficiaient d'aides sociales en France, qui sont venus ici avec leurs aides sociales, en tout cas dans les exemples que j'ai connus, et qui se sont laissés vivre en se disant je vis sur mes aides sociales que éventuellement je toucherai en France, et puis je les touche plus et je me trouve dans une situation où je me suis pas préparée. C'est pas ça. Il s'agit pas de ça. Il s'agit de personnes qui ont pris leur vie en main, qui étaient extrêmement actives, extrêmement pugnaces, moi, pour lesquelles j'ai beaucoup d'admiration, mais qui ont connu ce qu'on appelle des accidents de la vie. C'est-à-dire des pertes de travail, par exemple, notamment. C'est-à-dire un cumul, et souvent on parle de facteurs. De cercle vertueux, cercle vicieux. Là, c'est un peu la loi des séries. Perte de travail quasiment du jour au lendemain. Des problèmes de pension alimentaire aussi à un moment, au mauvais moment. Ça veut dire que la pension n'est pas versée, c'est un manque à gagner important. Voilà. Du coup, il n'y a plus non plus la rentrée, et comme c'était des alliotes assez récentes, il n'y a pas non plus l'ancienneté suffisante pour bénéficier ne serait-ce que des 3 mois de chômage auxquels ils auraient pu avoir le droit s'ils avaient travaillé ici au moins 1 an. Donc il y avait aussi cet élément-là. Et puis éventuellement, dans le cas d'une colocation, le colocataire qui, pour des raisons personnelles, quitte l'appartement, et là on se retrouve avec un loyer plein, pas de rentrée de revenus professionnels, et pas non plus de pension alimentaire. Donc très vite. Et des enfants à charge. Voilà, et des enfants à charge. En l'occurrence, c'était dans les quelques cas qu'on a connus, c'était des enfants plutôt étudiants, donc avec des coûts d'études élevés. Et donc, on arrive à se débrouiller 1 mois, 2 mois, mais la situation file très très vite. Alors, on sait la réticence des francophones à venir taper à la porte pour demander de l'aide. Comment vous arrivez
à entrer en contact avec eux? Est-ce que malgré tout, ils arrivent dans une situation tellement catastrophique qu'ils viennent vous voir? Comment ça se passe? Ouais. Là, je pense qu'on avait établi, c'est des personnes avec qui on avait eu contact dès le début de leur alia, avec qui le contact était a priori suffisamment bien passé. Il y avait une espèce de relation de confiance. Voilà, pour que la relation de confiance s'instaure, qu'on avait aidé sur des plans très diverses et qui donc se sont tournés vers nous en disant est-ce que vous sauriez comment, vers qui on pourrait se tourner, parce que là on est dans une situation très très compliquée et on dit je ne sais pas comment je vais payer le loyer. Donc qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On se tourne vers les associations. Qu'est-ce que vous faites, vous? À ce moment-là, on commence à notre niveau. Ce qu'on a fait, c'est donc se tourner vers les services sociaux de la mairie, vers les aides aussi qui sont allouées par le ministère de l'Intégration, puisque là, on est dans le cas d'Olim Radachim d'une période de moins de 10 ans, donc ils peuvent bénéficier ponctuellement de certaines aides. Donc on les fait rencontrer l'assistante sociale du ministère d'Aklita, le ministère de l'Intégration, idem pour la mairie de Tel Aviv. Il y a aussi au consulat de France des aides lorsqu'il y a une situation de précarité. Donc tout ça, bien sûr, c'est des dossiers, ça ne s'accorde pas comme ça. Bien sûr, j'imagine et il y a des associations. Et il y a le bouche à oreille. Et il y a le réseau. Il y a le réseau. Il y a des gens qui font un chèque. Voilà, on appelle. Est-ce que tu as réfléchi bien? On se pose, réfléchis bien. Tu as un copain, une copine, quelqu'un là tout de suite dans les 24 heures qui peut répondre. Parce que des fois, on est dans cette urgence-là. Parfois, il faut payer l'électricité. On est à 48 heures, quoi. Ou on appelle le propriétaire en disant, écoute, on la connaît, c'est quelqu'un de sérieux, il n'y a pas de souci. Laisse-nous une semaine. Voilà. Nous, mairie, laisse-nous une semaine. Est-ce que le fait que cette opération Tzedaka démarre, Israël Tzedaka, et avec l'objectif de créer un fonds, est-ce que vous pensez que ça sera utile en réalité, pour gérer les situations on s'est souvent avec Stéphane Golding, qui est mon collègue, on s'est souvent posé la question pourquoi ça n'existait déjà pas, pourquoi on n'avait pas déjà ce fonds-là, parce que les démarches, assistance sociale, administratives dans les gouvernements, et c'est normal, doivent répondre à un certain cahier des charges. Et encore une fois, c'est très très logique, mais du coup, ça prend parfois un peu de temps. Même s'il y a une réactivité, je dois dire, qui est assez remarquable. Ouais. Il faut pas non plus exagérer, mais néanmoins, parfois l'urgence, elle est à 24-48 heures, parce que les personnes n'osent pas demander, n'osent pas, et puis elles se disent une mairie, de toute façon, une mairie, comment ils vont pouvoir m'aider? Donc, c'est vraiment, parfois, c'est en se disant, là, j'ai plus le choix, il faut que je fasse quelque chose, que j'ai 24 heures devant moi, en désespoir de cause qui nous appelle. Et là, du coup, une association, peut-être qu'il y aura plus de souplesse, ou qui pourra répondre plus facilement avec moins de contraintes, en termes de délai, ça pourrait être un vrai avantage. Alors, on a parlé des parents isolés, on n'a pas parlé des retraités, et pourtant, on sait qu'il y a beaucoup de retraités qui sont arrivés à Tel Aviv. On imagine qu'avec l'augmentation de la vie et la baisse de l'euro... Alors oui, il y a des retraités qui sont arrivés il y a quelques années de ça, avec Alors souvent, ce sont des retraités commerçants. D'accord. Qui n'ont pas droit à une retraite élevée en France, qui n'ont pas pu avoir en tout cas une retraite élevée en France, et qui sont venus donc avec une retraite qui a quelques années de ça était correcte parce que le taux de change était correct, et qui se sont retrouvés après quelques années dans une situation plus complexe, puisqu'ils se sont retrouvés avec un taux de change qui était en leur défaveur, puisque la retraite, ils continuent à la recevoir en euros, et un coût de la vie, qu'on le veuille ou non, qui a augmenté en Israël. Et donc, l'effet ciseau a été assez compliqué. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient dans une situation où ils ne pouvaient plus se loger? Ils ne pouvaient plus se loger, où ils ont dû quitter leur appartement, aller chez des amis, mais pendant combien de temps? Donc là aussi, c'est compliqué. Leur chance, si je puis me permettre de dire ça, c'est qu'ils étaient... dans les cas, encore une fois, qu'on a connus, on ne peut pas en faire une généralité, bien sûr. C'est des cas particuliers. C'est qu'il s'agissait de retraités relativement jeunes, 62, 63 ans, et donc qui ont rebondi en trouvant un petit boulot à côté pour compléter et arriver à s'en sortir. Mais là aussi, ça demande du temps, ça demande... Combien de temps il faut à peu près? 3 à 4 mois? C'est entre 3 mois et 6 mois.
Donc, en fait, ce fonds, ce serait pour éviter de tomber dans la spirale infernale. Oui, parce qu'on rebondit. Alors, ce qui est très positif, enfin, en tout cas, encore une fois, dans l'ensemble des cas qu'on a connus, c'est qu'ils ont tous eu une issue heureuse. C'est-à-dire dans le sens où chacun a trouvé l'énergie, a trouvé le ressort et a trouvé le réseau pour rebondir et faire en sorte que cette période-là ne soit qu'un temps limité donné. Mais parce qu'ils ont trouvé de l'aide financière. Mais parce qu'ils ont trouvé de l'aide financière, parce qu'ils ont trouvé un boulot, j'allais dire un emploi, pas un joli mot, mais un emploi. On comprend. Parce que très vite. Et il y a eu un relais. C'est ça. Parce qu'il y a eu ce relais. Compliqué. Sans relais, c'était pas possible. Ça veut dire quoi, c'était la chute. Sans relais, c'était la chute. Sans relais, c'était la catastrophe. La rue. Ouais. Vraiment. Ouais. Bah oui. Pas de loyer. Comment on fait ? On peut plus se loger. On peut éventuellement. On est jeune immigré ici. On n'a pas encore de réseau d'amis. Pas la langue. Voilà, vers qui on peut se tourner. On n'a pas la langue. On n'a pas. Donc si on n'a pas ce laps de temps, cette espèce de matelas, on va dire, de confort qui permet de passer cette période de transition, dans laquelle il faut. Et là, c'est pas parce qu'il y aura ce fonds qu'il faut se dire que ça nous laisse plus de temps. On est bien d'accord. Hein. Mais en tout cas, ça va permettre, j'en suis sûre, des personnes qui sont vraiment à un cheveu de sombrer, de trouver ce ressort et de rebondir. Parce que il y a aussi ça en Israël, il y a aussi ce plein emploi, cette flexibilité, cette réactivité, cette capacité à trouver très vite du travail. Hein. On n'est pas dans des périodes d'1 an ou 2 ans sans emploi. Là, on parle de 6 mois, ce qui finalement n'est pas énorme. Pas énorme, mais bon. Mais quand on n'a rien, quand on n'a plus d'argent de côté parce qu'on a justement pendant 1 mois ou 2 pris sur son épargne, quand on est dans une situation complètement inattendue où tous les facteurs se mettent ensemble, là, il faut un relais. Il faut un relais. Bon, en tout cas, rapide. C'était important de dire qu'aussi à Tel Aviv, il y a des gens qui sont pas forcément, ils sont très loin, on va dire, des stéréotypes véhiculés sur les francophones. Je crois que Tel Aviv, Eilat, Ranana, Ashdod, peu importe l'endroit où on se trouve, personne, et je crois qu'il faut bien comprendre ça, personne n'est à l'abri de l'accident de la vie. Et quand je dis, ça peut être, encore une fois, que Dieu nous en préserve et qu'on soit tous dans les bonnes choses, mais ça peut être la maladie, ça peut être le chômage, ça peut être n'importe quoi. Et on est quand même, quand on est au Olé Hadash, dans un environnement plus exposé. Beaucoup plus exposé, et donc je crois que là, plus que jamais, il faut faire preuve de solidarité. C'est le moment jamais. Solidarité, j'espère que lorsqu'on on tapera à votre porte, vous répondrez présent, voilà, parce qu'il faut collecter, il faut aider, s'aider, s'entraider les uns les autres. Merci beaucoup en tout cas, avec Céline, plaisir. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Bye.